Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Actus F1 de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour avoir toutes les news sur la Formule 1. Et décidément, je crois qu'on n'aura jamais fini d'avoir des polémiques sur la saison 2021. La rumeur qui circulait dans les paddocks a été confirmée. Red Bull a bien enfreint le plafond budgétaire mis en place en Formule 1 depuis la saison 2021. On savait que ce serait une saison d'adaptation et qu'il risquait d'y avoir des infractions. Eh bien, une infraction a été commise par l'écurie qui a remporté le championnat du monde des pilotes avec Max Verstappen. Pour se battre avec Mercedes pendant toute la saison, Red Bull a commis une infraction mineure au règlement. Ça surprenait d'ailleurs beaucoup Lewis Hamilton, le fait que sa Mercedes n'ait plus évolué à partir du Grand Prix de Grande-Bretagne et que Red Bull continue d'apporter, selon lui, 4 améliorations après cela. Il avait été étonné par ce rythme effréné maintenu par l'écurie autrichienne et donc pour cela, il semblerait qu'il y ait eu des dépenses qui soient allées au-delà des limites. Mais vous allez le voir, c'est encore assez complexe. Cette infraction mineure, d'après ce qu'on en sait, elle serait inférieure à 7 millions du budget maximal autorisé en 2021, donc qui était sur la théorie de 145 millions de dollars pour la saison. Ça avait été très légèrement réévalué en fonction de certaines dépenses, mais voilà, dans l'idée c'était ça. Et donc il y a eu un dépassement mineur qui peut entraîner des pénalités budgétaires et ou des pénalités sportives mineures. La grande question forcément maintenant, c'est de savoir si oui ou non Max Verstappen peut perdre son titre de champion du monde de Formule 1 2021 alors qu'il vient d'en acquérir un second. A priori non, soyons honnêtes, on a vraiment du mal à imaginer la FIA retirer le titre à Max Verstappen, surtout après toutes les polémiques qu'il y a déjà eu l'année dernière et quasiment un an après. Ça semble quand même très compliqué à imaginer. En revanche, le souci, c'est de savoir quelle sera la pénalité. Alors là-dessus, on n'a pas encore d'informations. Il va y avoir des discussions avec Red Bull et la FIA pour continuer d'investiguer. Mais Toto Wolff l'a dit très clairement. Si la sanction n'est pas suffisante, donc si par exemple c'est juste une sanction financière, eh bien Mercedes n'hésitera pas à dépasser à son tour le plafond financier. Vu que de toute façon, chez Mercedes, on dépensait déjà, avant l'instauration de celui-ci, 400 à 450 millions de dollars par saison. On n'aura pas de souci à se faire une petite infraction mineure qui engendrera une amende. Les écuries déjà économisent beaucoup d'argent depuis la mise en place de ce plafond, donc on peut se permettre une amende sans souci. Quelle qu'elle soit, la pénalité devra donc être assez exemplaire, au risque sinon de créer un précédent qui encouragerait les écuries à leur tour dépasser le budget, même de manière mineure, mais quand même le dépasser et faire plus de dépenses que ce qui n'est autorisé. En tout cas, du côté de Red Bull, on conteste la décision, on ne comprend pas et on pensait vraiment être dans les règles. Bon, ça c'est d'après ce qu'ils disent de manière officielle, si ça se trouve, ils étaient pleinement conscients du fait qu'ils allaient jouer et prendre un risque en apportant plus d'améliorations. D'après en tout cas les informations que l'on a, il semblerait que Red Bull ne compte pas certaines dépenses que la FIA prend en compte. Alors il y a eu des rumeurs comme quoi il y aurait des dépenses notamment à la cantine qui seraient plus importantes que ce qui était prévu. Bon, là-dessus on va pas trop s'aventurer, forcément ça fait un petit peu partie de l'histoire, de la légende, du mythe, mais en tout cas ce qui est clair c'est que certaines dépenses ne sont pas considérées par l'écurie comme des dépenses ayant affecté la performance, puisque je vous le rappelle, le budget en englobe que la partie performance, donc on peut par ailleurs dépenser pour les opérations de communication, aussi le salaire des pilotes et le salaire des 3 membres les mieux payés de l'écurie n'est pas compris dans ce budget, mais en tout cas il semblerait qu'il y ait certaines dépenses dont la FIA considère qu'elles ont affecté la performance, ce que Red Bull conteste. On attendra maintenant de voir quelles seront les sanctions prises par la FIA et bien évidemment je continuerai de vous tenir au courant. D'ailleurs pour vous dire également que Red Bull n'est pas tout à fait la seule écurie à avoir enfreint le règlement budgétaire. Enfreint le plafond, a priori c'est la seule, mais on avait déjà eu Williams en début de saison qui avait écopé de 25 000 $ d'amende pour ne pas avoir déclaré ses comptes avant la date limite. Il s'était mis d'accord avec la FIA sur cette amende. Et du côté d'Aston Martin, on a une infraction similaire. Alors on n'a pas de détails, mais il semblerait qu'il y ait là aussi un manquement aux procédures de déclaration, donc des dépenses. On verra ce qu'il en est. A priori pour Aston Martin, voilà, ça devrait être mineur. On s'attend là aussi à une pénalité financière peut-être un peu plus importante que chez Williams, mais tout de même du même style. Du côté des 7 autres écuries, en tout cas, d'après le rapport rendu public par la FIA cette semaine, eh bien il n'y a eu aucune autre infraction, donc on est tout bon là-dessus. Si vous supportez une autre équipe, pas de souci, le classement de la saison 2021 reste inchangé, et pour ce qui est de Red Bull et aussi d'Aston Martin, mais surtout de l'écurie autrichienne, on va voir les évolutions de l'enquête et quelles seront donc les sanctions appliquées.
300 à l'heure, on va aller plus vite sur le reste des actualités F1 de cette semaine et forcément vous n'avez pas pu le manquer. Après un Grand Prix du Japon chaotique, Max Verstappen est devenu double champion du monde à Suzuka. Je vais pas revenir là-dessus, malheureusement vous le savez, je peux pas trop commenter dans ces périodes où on a des courses à la fois à 7h du matin, d'autres à 21h. Un petit peu compliqué. Si vous voulez en revanche avoir un petit résumé de la course, ça devrait sortir dans quelques jours sur le site des reporters incrédules pour lequel j'écris. Je vous mets le lien en description, mais au moins vous aurez un petit résumé du Grand Prix du Japon à l'écrit très sympa. Pour ce qui est en tout cas du titre pilote, il est acquis à Max Verstappen, et pour ce qui est du titre constructeur, il devrait revenir à Red Bull, là-dessus on s'en doute, mais il y a quand même une question de savoir quand est-ce qu'il reviendra à l'écurie autrichienne. Eh bien ils peuvent être sacrés dès le Grand Prix des États-Unis la semaine prochaine. Il leur suffira de ne pas concéder plus de 19 points à Ferrari. On attend donc de voir s'il y aura une deuxième fête consécutive pour Red Bull. Retour d'un visage familier dans les paddocks, même s'il est quand même assez souvent présent dans les paddocks, mais en tout cas au sein d'une écurie de Formule 1, Pedro de la Rosa rejoint Aston Martin comme ambassadeur. Alors on n'a pas encore de précision sur son rôle, mais on peut imaginer un rôle justement un petit peu à la Niki Lauda chez Mercedes ou à d'autres anciens pilotes qui sont présents pour s'impliquer dans la gestion des actuels pilotes, et notamment avec un certain Fernando Alonso. On le sait, ils sont assez proches les deux Espagnols, donc de la Rosa et Alonso, et donc pour gérer un petit peu le caractère colérique de l'Espagnol, notamment si l'Aston Martin venait à ne pas être aussi performante que prévu, eh bien on ramène un Pedro de la Rosa dont on sait qu'il devrait être capable de gérer au mieux son compatriote. Pour rappel, ils avaient tous les deux participé à la dénonciation de la fameuse affaire du Spygate, ils se connaissent bien, ils sont amis, et donc c'est une décision plutôt cohérente et une décision logique en fait de la part d'Aston Martin, et on voit que l'arrivée de Fernando Alonso dans l'équipe s'accompagne de mesures pour faire en sorte que tout se passe au mieux. C'est cohérent, on verra ce que ça donnera l'année prochaine. La gestion des égos justement, c'est un problème que pourrait bien rencontrer Alpine l'année prochaine. On le sait, on en a déjà beaucoup parlé, Esteban Ocon et Pierre Gasly ne sont plus les meilleurs amis du monde comme lorsqu'ils étaient jeunes. Alors on va attendre avant de dire qu'ils vont se mettre dehors dès la première course, on va attendre de voir quelle sera leur collaboration. On peut imaginer quand même qu'ils ont l'âge pour travailler ensemble, là-dessus il devrait pas y avoir trop de soucis. En revanche, l'écurie Alpine cherche quand même à se prémunir de certains soucis. On a une information comme quoi les deux pilotes ne pourront inviter leur famille que 2 fois dans la saison. Bon, déjà ça paraît pas énorme, mais surtout ils ne pourront pas inviter leur famille en même temps pour éviter tout conflit entre les deux. C'est un peu bizarre parce que ça installe un petit peu un climat de tension, comme si on savait que dès que les parents des pilotes se voyaient, ils se mettraient les uns sur les autres. Ce sont des adultes quand même, ils ont suivi de très près la carrière de leur fils. Donc a priori ça devrait aller, mais déjà il y a une grande confiance entre la relation qu'il y aura entre Ocon et Gasly. Bon, c'était quand même une information mineure là-dessus, on en reparlera l'année prochaine si besoin et si conflit il y a entre les deux pilotes. En revanche, le traitement de Pierre Gasly chez Alpine devrait être plutôt sympathique. Il est assez bon en négociation, le pilote français, puisque la rumeur, alors ce n'est pas une information officielle parce que bien sûr les écuries ne révèlent jamais les contrats, mais la rumeur fait état que le contrat de Pierre Gasly serait équivalent à celui qu'on aurait voulu ou qu'on aurait peut-être dû proposer à Fernando Alonso pour le conserver, 2 ans plus 1 année en option. Bon, ça a priori ça paraît plutôt crédible, mais surtout 15 millions par saison, qui est le salaire que percevait Fernando Alonso chez Alpine. On imagine que c'est beaucoup plus que ce que doit percevoir Esteban Ocon, plus les 10 millions pour le libérer de chez AlphaTauri. Alpine est clairement passé à la caisse et Pierre Gasly a été très fort en négociation, 15 millions. Il est au moins dans le top 10, voire dans le top 5 des pilotes les mieux payés sur la grille. Bon, bravo, bien joué, mais attention à pas se faire pigeonner du côté de l'écurie française. Et on continue un petit peu sur des rumeurs, même si là c'est un petit peu plus fondé sur la billetterie officielle du circuit de Singapour. Le tracé a changé pour 2023. On enlève 2 chicanes du dernier secteur, donc celle qui passait sous la tribune, pour avoir une ligne droite plus longue et une meilleure opportunité de dépassement juste avant le dernier enchaînement. On verra ce que ça donne, ça enlève une partie du charme de Singapour, mais ça peut peut-être créer une nouvelle opportunité de dépassement. En tout cas, c'est intéressant de voir qu'on essaye des choses et qu'on essaye de rendre le circuit toujours plus intéressant. On va lui laisser sa chance l'année prochaine, il a été déjà modifié ce tracé, on savait qu'il y avait une chicane très particulière auparavant, mais on verra ce que ça donne donc l'année prochaine, cette nouvelle modification potentiellement à venir. Et puis enfin, dernière information, je vous en parlais déjà un petit peu auparavant, mais ça a été confirmé, la W Series n'ira pas à son terme en 2022. Les 3 dernières courses ont été annulées pour des raisons budgétaires.
La série qui est limite en train de faire faillite. Alors ils font ça pour espérer revenir l'année prochaine, mais ça donne quand même une très mauvaise image de la série qui était censée promouvoir les femmes dans le sport automobile et leur donner une chance de se battre entre elles, de prouver leur valeur et leur niveau pour après retourner dans la pyramide classique d'accession à la Formule 1. Le problème, c'est que Jamie Chadwick, qui a donc hérité avec l'annulation des 3 dernières courses d'un 3e titre consécutif dans cette série, est toujours en W Series et n'est jamais allé en F3 ou même en F2. Le but, clairement, c'était qu'après avoir gagné la W Series, il y ait une passerelle jusqu'à, a priori, l'échelon ce serait plutôt la F3, mais elle n'a jamais pu aller dans cette série. Alors on verra ce qu'il en sera par la suite, mais malheureusement, le tremplin que devait constituer la W Series pour les femmes dans le sport automobile ne fonctionne pas complètement et en plus la série est en train de faire faillite. Voilà pour les news de cette semaine. Je vous propose maintenant de jeter un petit coup d'œil dans le rétro en lien avec cette dernière information et puis on verra le programme de ce week-end. Pourquoi est-ce si compliqué d'avoir des femmes en Formule 1 alors que pourtant nous sommes dans un sport mixte et a priori les capacités physiques ne devraient pas constituer une distinction entre les femmes et les hommes. Mais pour faire de manière assez schématique, il faut se dire que sur 100 personnes qui vont commencer le karting étant enfants et donc à l'âge où ils vont pouvoir derrière devenir des pilotes, il y a au maximum 5 filles. Et donc forcément, quand la sélection s'opère, il y a beaucoup moins de chances pour que ces 5 filles soient les meilleures que les 95 autres garçons avec lesquels elles roulent. Et ce qui fait que on a certes des femmes dans le sport automobile, et ça c'est une très bonne nouvelle, il y en a de plus en plus qui sont très talentueuses. D'ailleurs, je salue l'excellente performance de Dorian Pain qui a remporté cette année le Trofeo Ferrari. Elle a été vraiment impressionnante dans cette catégorie, elle va faire des tests en LMP2, donc en endurance, mais malheureusement c'est pas vraiment la pyramide d'accession à la Formule 1. La catégorie la plus élitiste au sein du sport automobile, donc on est censé avoir les 20 meilleurs pilotes du monde, malheureusement ça fait quasiment 50 ans qu'on n'a pas eu une seule femme dans cette catégorie en course, puisque la dernière à avoir roulé en essai libre c'est Suzy Wolff. La femme de Toto Wolff avait pris le volant de la Williams en 2014 à 2 reprises à Silverstone puis en Allemagne et avait fait des temps tout à fait honnêtes, donc clairement il n'y a pas de distinction de genre ou quoi. Le souci c'est qu'il n'y en a tout simplement pas assez et on doit remonter à Leila Lombardi pour avoir une femme en Formule 1. Leila Lombardi est d'ailleurs la plus célèbre de celles qui ont conduit ces monoplaces incroyables. Elle a pris le départ de 12 grands prix, record pour une femme en Formule 1 entre 1974 et 1976 et a été la seule à inscrire son nom au palmarès du championnat du monde de Formule 1 puisqu'elle y a inscrit un demi-point au Grand Prix d'Espagne 1975. Elle est à la fois la seule femme à avoir inscrit des points en Formule 1, elle en a inscrit qu'un demi, et en même temps malheureusement la pilote à avoir inscrit des points mais le moins de points dans sa carrière en Formule 1. Cependant, il ne faut pas minimiser sa performance parce qu'à l'époque, en 1975 donc, il fallait être dans les 6 premiers à l'arrivée d'un Grand Prix pour inscrire des points. Et c'est ce qu'elle a fait. Malheureusement, le Grand Prix d'Espagne 1975 n'était pas allé à son terme et s'était arrêté avant les 2/3 de la distance totale de course qui était à l'époque nécessaire pour voir l'entièreté des points attribués. Ce Grand Prix d'Espagne 1975, il se court sur le très dangereux circuit de Montjuic Park dont on avait déjà parlé dans une rétro. Alors là, je vous invite à aller la voir, c'était à l'époque du Grand Prix d'Espagne, forcément de cette année, on en avait parlé. C'est une histoire assez extraordinaire que ce circuit très dangereux donc, qui n'avait vu que 8 pilotes à l'arrivée de la course donc interrompu, mais on était déjà à une époque où la F1 était la catégorie la plus extrême du sport automobile, mais c'était un des sports les plus extrêmes au monde, extrêmement dangereux, extrêmement violent. C'était vraiment un sport de dégénéré et Leila Lombardi a très bien figuré dans ce Grand Prix où le podium c'est quand même Jochen Mass, Jackie X, Carlos Reutemann, des noms que l'on connaît. Au départ de cette course on avait aussi des certains Niki Lauda, Mario Andretti, bref, ça vous donne le standing quand même. Faire un top 6 avec ce plateau là, c'était assez exceptionnel. Malheureusement, l'Italienne dispute le dernier des 12 Grands Prix qu'elle a couru en Formule 1, à chaque fois sur une marche en 1976, et depuis, on n'a plus eu aucune femme en Formule 1. Elle nous a depuis d'ailleurs quitté en 1992 à la suite d'un cancer. On a eu d'autres femmes impressionnantes en sport automobile, notamment Michèle Mouton, qui est une icône absolue, vice-championne du monde des rallyes
d'Australie à l'époque du groupe B, l'une des pilotes les plus exceptionnelles de l'histoire du sport automobile, clairement on peut le dire, mais malheureusement en Formule 1, la successeur de Leila Lombardi se fait attendre. Hey, wake your ass up. Let's go. It's race time. Le programme de ce week-end, et si vous voulez voir de la course, eh bien il va falloir se reporter sur le MotoGP, pas de Formule 1 ce week-end. Grand Prix d'Australie à 5h du matin pour les plus courageux. Faudra être solide, hein, clairement. Fabio Quartararo s'élance 5e, 2 places derrière son rival au championnat Pecco Bagnaia. On surveillera l'évolution de cette bagarre extrêmement serrée en cette fin de championnat. Et pour ce qui est de la Formule 1, elle revient le week-end prochain à Austin au Texas. À noter que Haas a programmé une conférence de presse ce jeudi, peut-être pour l'annonce d'un sponsor titre ou de leur pilote l'année prochaine. On suivra en tout cas ça avec grande attention. Sur ce, eh bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est le meilleur soutien que vous pouvez y apporter. Activez les notifications pour être informé des prochains lives, mais également des prochains épisodes des Actu F1. On se retrouve comme d'habitude en fin de semaine prochaine. Et sur ce, eh bien écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.